Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Au sommaire de cette édition, tenue de la deuxième séance du Conseil de ministres de la nouvelle année 2016. Autre titre, Lionel Messi désigné Ballon d'Or pour la 5e fois. Merci de suivre ce journal. Passons à présent à son développement. Sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et chef du gouvernement, s'est tenue en ce mardi 12 janvier la deuxième séance du Conseil des ministres de la nouvelle année 2016. 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour, dont 3 relatives à des questions de financement de prêts. La 4e question a trait à l'organisation de la prochaine édition présidentielle fixée au 8 avril prochain. Elle concerne les listes électorales et la délivrance des cartes d'électeurs, suivant d'ailleurs dans un premier temps le compte rendu du ministre délégué à la coopération Ahmed Ali Silay sur les 3 premiers points abordés. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenu ce mardi 12 janvier 2016 le Conseil des ministres pour sa deuxième séance de l'année. Ont été examinées les questions suivantes. Ministère de l'économie et des finances et de l'industrie. Première question, projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'expansion du port de Tadjoura. Ce projet de loi a pour objet l'expansion du port de Tadjoura qui se trouve actuellement en construction afin d'accueillir un volume d'exportation plus important, particulièrement pour le transit de potasse. Ce prêt additionnel d'un montant de 13 millions de dollars est accordé à la République de Djibouti par le Fonds pour le développement international de l'OPEC. Deuxième question, projet de loi portant ratification d'un accord de prêt pour le projet d'expansion et équipement du port de Tadjoura. Ce projet de loi et l'équipement du port de Tadjoura, le Fonds pour le développement international de l'OPEC a accordé à la République de Djibouti un prêt à hauteur de 6 millions de dollars destiné à couvrir de 28% le coût de pour le transport et l'acquisition du matériel de manutention de la potasse. Troisième question, projet de loi portant adhésion de la République de Djibouti à la version consolidée du traité de coopération en matière des brevets. Ce projet de loi a pour objet l'adhésion de la République de Djibouti au traité de coopération en matière de brevets. Ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Quatrième question, projet de loi portant abrogation des comptes financiers 2013 de Djibouti Télécom. Les comptes financiers de Djibouti Télécom de l'exercice clos au 31/12/2013 ont été établis conformément aux conventions comptables dans le respect du principe de prudence et dans l'optique de fournir une image fidèle de l'entreprise. La situation patrimoniale de Djibouti Télécom à la date du 31/10/2013 et le résultat des opérations de l'exercice 2013 se récapitule comme suite. L'actif permanent net s'élève à 25 541 587
730 francs Djibouti. Les capitaux propres se chiffrent à 16 milliards 236 millions 91 379 francs Djibouti. Les dettes à long terme s'établissent à 13 milliards 107 millions 168 054 francs Djibouti. La trésorerie nette est de 2 milliards 586 millions 6 226 francs Djibouti. Le chiffre d'affaires s'élève à 14 milliards 964 millions 249 944 francs Djibouti. L'ensemble des charges d'exploitation se chiffre à 13 milliards 250 millions 803 882 francs Djibouti. Le résultat net de l'exercice est bénéficiaire de 1 milliard 72 millions 819 917 francs Djibouti. Puis le Conseil des ministres s'est penché sur la bonne organisation de l'élection présidentielle du 8 avril prochain et concernant cette fois l'établissement des listes électorales et la délivrance de cartes de votants. Suivons ensemble les explications de Monsieur le ministre encore une fois. Ministère de l'Intérieur. 5e question. Projet de décret fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d'électeurs. Ce projet de décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes électeurs. Ce décret annule et remplace la disposition du décret numéro 93-23 PR du 29 mars 1993 à la suite de la création de la Commission électorale nationale indépendante qui a remplacé la Commission de contrôle des listes électorales. En fin de séance, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a fait un rapport de mission sur sa visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite qui s'est déroulée du 5 au 7 janvier 2016. Qui va gérer la nouvelle ligne de chemin de fer? En prévision de la prochaine exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba, une conférence d'échange et de clarification avec les sociétés soumissionnaires à l'appel d'offres du contrat de gestion s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Cette rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, M. Mahmoud Roblé, du directeur général de la Société éthiopienne des voies ferrées, Dr Betachou Betrou, et l'ensemble des représentants des 7 sociétés intéressées par la gestion de la nouvelle ligne d'infrastructure moderne. Les représentants des sociétés concernées ont tour à tour défendu leurs dossiers et présenté leurs atouts auprès de 2 sous-comités de 2 pays traversés par la voie de chemin de fer, autrement dit Djibouti et l'Éthiopie. Il revient à ces 2 sous-comités de définir ensemble qui est le meilleur opérateur capable de gérer la ligne de chemin de fer. Des appels d'offres au niveau international avaient été lancés pour la gestion ou le management de la nouvelle ligne de voie ferrée. L'on va procéder à présent à la sélection des meilleures offres. Le résultat de ce processus sera ensuite soumis aux autorités du département concernant les 2 pays. Un spécialiste qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience dans le domaine ferroviaire, puisque les 2 États ont beaucoup investi dans cette nouvelle infrastructure de dernière technologie. Et en effet, on a été obligé de gérer avec les meilleures pratiques possibles dans le monde, donc cette ligne pendant une dizaine d'années. Le deuxième objectif, c'est
d'obtenir un transfert de compétences pour nos jeunes qui sont aujourd'hui présents sur le marché, qui ont été formés également dans le cadre, bien sûr, de l'exploitation de la ligne, mais qui seront accompagnés pendant plusieurs années par des personnes qui ont des compétences assez poussées dans le domaine de la gestion ferroviaire. Donc aujourd'hui, nous avons assisté donc à une conférence, si vous voulez, une phase un peu intermédiaire avant de recevoir le dossier d'appel d'offres. Il y a plusieurs sociétés, 7 sociétés de renommée internationale qui sont là aujourd'hui, de plusieurs nationalités, des sociétés chinoises, une société française, une société allemande et une société turque. Donc il y a 4 sociétés de la Chine et puis 4 autres dans d'autres pays. Et donc l'objectif c'était aujourd'hui d'échanger. En fait c'est une conférence de clarification, ce qu'on appelle intermédiaire, avant le dépôt officiel du dossier d'appel d'offres qui aura lieu à la fin de ce mois de janvier 2016. Et nous pensons que très rapidement, donc nous allons recruter un opérateur privé très compétent, ayant des connaissances, d'expériences poussées dans le domaine de la gestion ferroviaire. Je vous emmène à Tadjoura cette fois où une inspection des écoles et collèges a eu lieu. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dépêché hier une équipe d'inspecteurs pour vérifier l'assiduité des professeurs et la qualité de l'enseignement prodigué dans les établissements scolaires et la région de Tadjoura. Cette équipe d'inspecteurs était conduite par le secrétaire général du MENFOP, M. Haroun Omaraden. Elle a pu rendre visite de manière inopinée à 28 établissements scolaires de la région de Tadjoura. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés et pour objectif de s'enquérir du bon fonctionnement des écoles et collèges. Au total, 7 commissions conduites chacune par un inspecteur de l'éducation nationale est composée de conseillers techniques, de ministres ainsi que des conseillers pédagogiques ont sillonné les écoles de base, les collèges d'enseignement moyen ainsi que les lycées d'enseignement général et les lycées d'enseignement technique de la région. Cette tournée a permis aux différentes commissions de réaliser un audit sur le plan pédagogique, administratif ou financier des établissements et de vérifier le bon fonctionnement des cantines scolaires. L'inspection a concerné les établissements scolaires de la ville de Tadjoura, mais aussi les écoles des zones reculées comme le DAI. Les collèges et les lycées de la région de Tadjoura. La mission d'aujourd'hui avait pour objectif un audit non seulement pédagogique, qui est très important, un audit aussi financier pour les établissements qui en ont, un audit ressources humaines, c'est-à-dire vérifier les présences des enseignants, mais également aussi dans les écoles où il y a des cantines, vérifier le fonctionnement des cantines si les menus sont respectés. Donc la différence par rapport aux autres missions, c'est qu'aujourd'hui, les missions étaient, en tête des missions, on avait mis des inspecteurs pour qu'on puisse contrôler le travail pédagogique de chaque école. Donc c'est-à-dire que dans chaque classe, on vérifiait même le cahier de classe des enfants pour voir l'évolution du travail de l'enfant par rapport à ce qui a été fait par l'enseignant, donc la progression de l'apprentissage au niveau. Donc ça c'est important pour qu'on puisse parler de qualité, c'est vraiment important. Donc c'était pas la seule région, on avait fait ça à Lissabié il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, ça va se faire aussi dans les autres régions. Aujourd'hui c'était Tadjoura, en général donc c'était une mission qui a réussi, très positive, puisqu'on a pu toucher l'ensemble des écoles, la plus éloignée, même Dora, l'école de Balhou, etc. Donc c'est des régions, il y a des régions très reculées et très difficiles à accéder, mais nous avons fait toutes ces écoles pour qu'on puisse voir aujourd'hui l'état de nos écoles. Donc c'est un point très positif pour notre ministère de l'Éducation nationale. Concernant toujours l'éducation, de la même manière, une délégation de 8 conseillers en charge des questions pédagogiques et disciplinaires conduite par l'inspecteur de mathématiques Mohamed Abdou et du directeur régional de l'éducation, M. Aqli, s'est rendu hier dans le collège d'enseignement moyen de Holhol. Le but de ce déplacement s'inscrit dans la mise en œuvre du suivi pédagogique des enseignants dans leur manière d'enseigner, mais aussi pour voir de près les résultats des formations continues. Des visites ont été menées dans chaque classe. Les inspecteurs se sont ensuite entretenus avec les professeurs pour les aider à mieux appréhender les cours dispensés et améliorer ensemble le cursus d'apprentissage. La délégation s'est déclarée satisfaite du travail effectué à Holhol. Écoutons d'ailleurs la réaction du conseiller M. El Moubouh.
Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, on est venu ici à ce petit collège de Hol-Hol, 8 conseillers de disciplines différentes pour voir tout simplement nos enseignants en fait. Donc ça s'est bien passé et on a pu tout simplement visiter les enseignants. Donc on a apporté notre expérience, le conseil, c'était notre objectif. Et on ne demande tout simplement que ça, hein, pour aller dans le fin fond tout simplement du pays, toujours dans ces cadres d'amélioration de la qualité de notre enseignement. Mais depuis l'année dernière, on le fait ça régulièrement. Donc ce qui est très bien tout simplement dans le cadre de l'amélioration de la qualité. Apporter des soins médicaux aux populations de régions reculées. Et justement, une équipe médicale mobile du centre hospitalier d'Arta a effectué hier un déplacement dans ce sens dans la localité de Omar Jaga, où des consultations et des soins de proximité ont été menés. Le médecin de l'équipe mobile d'Arta et ses techniciens paramédicaux ont prodigué différents soins dans cette localité. Quelques 325 personnes ont pu bénéficier des soins souhaités, ainsi 155 adultes ont bénéficié de consultations générales et de traitements. 90 enfants ont bénéficié de soins pour les malades qui leur sont propres, les maladies qui leur sont propres, notamment des problèmes de malnutrition. Enfin, une vingtaine de vaccinations ont été effectuées et une quarantaine de femmes ont reçu des soins sur le suivi de leur grossesse, les questions de prénatalité et de respect du planning familial. Le ministère de la Santé a mis en place un programme de rapprochement des soins pour les rendre disponibles aux populations des régions reculées de l'intérieur du pays. Toujours en nouvelle, et passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Concernant les réfugiés syriens principalement, alors que chaque jour, plus de 2000 réfugiés continuent de débarquer sur le côte grec. Bruxelles a demandé à Ankara de poursuivre ses efforts limitant l'afflux de ces réfugiés. Explication avec Ladan Assoui. Hier, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, s'est rendu à Ankara pour accélérer la mise en place de l'accord signé en novembre avec la Turquie, dont l'objectif est de renforcer le contrôle aux frontières. Il juge le flux de migrants beaucoup trop élevé. Nous avons fourni des efforts importants pour offrir aux Syriens des permis de travail pour relâcher la pression qui les pousse à migrer, indique Volkan Bozkır, ministre turc délégué aux affaires européennes. La Turquie accueille à elle seule 90% des réfugiés syriens, soit plus de 2 millions de personnes. Le plan d'action prévoit une relance du processus d'adhésion à l'Union européenne et une enveloppe de 3 milliards d'euros pour aider Ankara à mener ses actions et à lutter contre les passeurs. Fin de ce journal, ne bougez pas, nous reviendrons dans quelques instants dans le focus avec Ahmed Humed qui nous parlera justement de la 5e fois pour Messi, pour lui, son sacre d'avoir reçu le Ballon d'Or pour la 5e fois. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce focus et justement dans ce focus, Ahmed nous a rejoint pour nous parler du sacre de Messi pour son 5e Ballon d'Or. Disons-nous plus, Ahmed. Alors oui, Fardous, tu as raison, la preuve, il l'a remporté avec 41,33% de voix devant Cristiano Ronaldo qui lui a eu 27,76% de voix et Neymar avec 7,86% de voix. Est-il pour autant le plus évident de tous ? Nous savons qu'avec 180 buts marqués en 2015, l'attaque du FC Barcelone, le trio Messi, Suarez, Neymar, qu'on appelle aussi MSN, a battu un record historique établi par le trio Benzema, Ronaldo pour le Real Madrid l'année précédente. Le Ballon d'Or de Messi est aussi celui de cette triade qui constitue peut-être la meilleure attaque
de l'histoire du football. Donc statistiquement, Messi est en retrait de ses meilleures années en raison d'une absence de 2 mois à l'automne, mais il reste à un niveau très élevé avec 0,85 buts par match, ce qui fait environ 1 but par match, exactement. Il a été aussi le meilleur joueur argentin durant la Copa América. Et à la suite de la polémique suscitée par son titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014, l'Argentin Lionel Messi a même refusé celui du meilleur joueur de la Copa América. Alors non seulement il est meilleur joueur du monde, 5e ballon d'or, il est aussi modeste, il a toutes les qualités ce joueur. Ah, merci. Et justement pour le deuxième sujet que tu voulais parler des... Oui, alors il y a aussi cette polémique autour d'Ankara concernant les réfugiés syriens. Voilà. Bruxelles demande donc à Ankara, aux Turcs, de poursuivre ses efforts. Chaque jour, il faut savoir que plus de 2000 réfugiés continuent de débarquer sur les côtes grecques selon les estimations de Bruxelles. Donc ils jugent le flux de migrants beaucoup trop élevé. Nous avons fourni des efforts, ils disent, importants pour offrir aux Syriens dans un laps de temps très très court des permis de travail pour relâcher notamment la pression autour qui les pousse à migrer. Donc la Turquie accueille à elle seule également 90% des réfugiés syriens, soit plus de 2 millions de personnes. Et justement, Ahmed, l'Union européenne a décidé de financer la Turquie justement pour permettre ainsi de limiter l'afflux de réfugiés qui débarquent sur les côtes grecques, mais aussi la question de l'intégration européenne qui est mise en jeu, vu que Angela Merkel avait dit ça Exactement. il y avait quelques semaines lors du sommet de l'Union européenne pour dire que la Turquie était et pouvait parfois non pas passer de compétente, non, mais dans le domaine économique, mais aussi faire partie intégrante de l'Union européenne dans les prochains mois peut-être. Exactement. Donc le plan d'action qui a été prévu par l'Union européenne, comme tu viens si bien de le dire, prévoit une relance du processus d'adhésion et une enveloppe de 3 milliards. Voilà donc le financement que l'Union européenne a mis à la disposition de la Turquie. La Turquie aussi qui demande à ce que chaque réfugié syrien qui arrive à ses frontières soit muni d'un visa. Donc chose qui est difficile, voire même impossible. Vu que ce sont des rescapés de guerre. Exactement, dans un pays en ruine et en guerre. Voilà. Merci Ahmed pour ces explications. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de nos programmes télévisés.